On va parler du mode d'exercice d'installation, société en nom propre ou holding. On va parler un peu d'argent. Donc c'est Patrick Faure et Maître Pichon. On va pas forcément parler d'argent, on va parler d'un stress, du stress du jeune qui s'installe, qui pourrait friser le burn-out, c'est l'installation, savoir comment on va s'installer, dans quel mode d'exercice. C'est une question qu'on se pose souvent et finalement on a très peu d'informations quand on sort de l'hôpital et quand on essaie de se renseigner c'est un peu compliqué. Et donc on m'avait demandé de parler de ce sujet et on a surtout invité Maître Pichon, que je remercie, Marc, qui est à Toulouse dans la cabinet Camille, pour nous parler de ces différents modes d'exercice et d'installation, parce qu'effectivement c'est compliqué. Et donc Marc va balayer un peu tous ces différents modes d'exercice et va vous montrer les avantages et les inconvénients. Et puis on parlera d'une notion un peu de holding, aussi des choses qu'on entend en ce moment. Et voilà, pour savoir s'il y a des avantages et comment on peut imaginer tout ça jusqu'à notre départ à la retraite. Ce sera pas très long, je pense qu'il y aura des questions, donc on laissera le temps un peu aux questions. Bonsoir. Alors effectivement, le but n'est pas de donner une liste exhaustive des avantages et des inconvénients de tout ce qui est possible de faire pour les praticiens libéraux, mais de vous donner quelques réflexes, quelques idées pour cerner vos besoins. Parce qu'effectivement, la plupart des gens qui viennent me voir me disent on veut s'associer, on veut une CELAR là. Ouais, pourquoi ? Parce que mon copain, il a fait ça. Bon, c'est bien. C'est pas forcément la bonne solution. Aujourd'hui, comme pour le burn-out, comme pour tout, c'est de savoir quelles sont les attentes, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez bosser ensemble. Et en fonction de comment vous voulez bosser ensemble, il y a des structures qui sont appropriées ou pas. Et aujourd'hui, effectivement, dans les deux grandes typologies, va-t-on dire, de moyens de vous regrouper pour travailler ensemble, vous avez les structures où vous partagez exclusivement des charges, que sont la SCM, le contrat d'exercice à frais partagés, qui permettent pour que les jeunes qui débutent et qui ont envie de structures un petit peu légères, qui ont envie d'une petite période de fiançailles parce qu'ils savent pas encore bien comment ils vont travailler ou avec qui ils vont travailler, ces structures-là ont un avantage. Alors, je vais pas les développer ici parce que c'est très simple. En gros, vous vous associez pour partager uniquement des dépenses. C'est relativement simple. Vous connaissez tous la SCM, le contrat d'exercice à frais partagés, qui est le pendant de la SDF, mais que pour les charges, qui n'est pas vraiment à proprement parler une structure. C'est ce qu'on appelle une structure de coopération et qui avoue vite ses limites. Donc, ces structures-là, je propose qu'on les écarte un petit peu parce qu'elles ne présentent pas un grand intérêt. Et pour nous concentrer finalement sur ce que sont les vraies structures d'exercice, et donc où on partage pas seulement les charges, mais surtout l'argent. Donc effectivement, il y a trois grandes sortes, on va dire, la SCP, la Société Civile Professionnelle, la CELARL, plus à la mode, plus récente, mais pas forcément plus appropriée, et la structure plus habituelle, qui est finalement la société de fait ou la société en participation. Donc je vous propose finalement de brosser assez rapidement les avantages et inconvénients de ces différentes structures. La société civile professionnelle qui est souvent considérée comme étant un petit peu désuète, un petit peu par rapport à la CELARL, elle a quand même quelques avantages. Elle a par exemple l'avantage de pouvoir choisir un régime fiscal entre l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, que ne peut pas faire par exemple la CELARL. Et pour notamment les jeunes qui débutent, on s'aperçoit quand même que l'impôt sur le revenu est parfois plus avantageux. Donc d'avoir une structure où on peut choisir, finalement la SCP pour ça a un gros avantage. Elle a aussi un avantage que n'ont pas les structures, alors qui peut être un inconvénient, c'est la possibilité d'un droit de retrait des associés. Et là encore, quand on reçoit les personnes qui veulent s'associer, certains, leur grande peur, c'est finalement de rester contraint et de rester bloqué dans une structure d'exercice. Et ça fait peur et ça permet parfois, ou pas, de récupérer les associés. Donc finalement, de se dire qu'une SCP offre cette possibilité ou présente cet avantage, si c'est au contraire ce que vous ne voulez pas faire, c'est toujours un point d'attention pour vous. Alors, les inconvénients principaux de la SCP, comme la CELARL, c'est une liberté contractuelle limitée. On ne fait pas vraiment ce qu'on veut. Pourquoi ? Parce qu'il y a quantité de textes dans le code de la santé publique ou autre qui finalement réglementent la SCP et qui grosso modo vous disent que vous n'avez pas le droit de faire. Donc à partir du moment où il y a un cadre légal qui vous limite dans vos possibilités d'exercice, c'est autant de règles qui vous cantonnent dans vos possibilités de vous associer. Donc pour ça, la SCP est quand même assez rigoureuse. Et elle a un inconvénient,
la SCP, les associés doivent obligatoirement être des personnes physiques. Donc pour toutes les personnes qui auraient finalement la volonté d'intercaler entre leur structure d'exercice et une holding, la SCP est à proscrire parce que légalement, elle ne permet pas de le faire. Donc si on la compare avec la CELARL, qui est un peu son pendant un peu plus moderne, on s'aperçoit que l'avantage principal de la CELARL par rapport à une SCP, c'est effectivement la possibilité de recourir à des holdings et donc pour finalement mettre en place certains montages de financement lorsqu'ils sont appropriés. On y reviendra un peu par la suite. Les inconvénients de la CELARL, comme la SCP, c'est une liberté contractuelle limitée, puisque comme la SCP, il y a quantité de textes qui vous disent ce que vous pouvez faire et surtout ce que vous ne pouvez pas faire dans la CELARL, donc il y a quand même pas mal de limites. Il n'y a, par rapport à la SCP, aucune possibilité de retrait. Ça a été jugé, rejugé. Donc pour toutes les personnes qui envisageraient de pouvoir se réserver ce droit dans leur structure, là encore, la CELARL est à proscrire. Ce n'est pas approprié si dans votre association, vous voulez pouvoir jouir de cette liberté. Et l'inconvénient, on va dire, par rapport à la SCP, c'est que vous n'avez pas le choix d'un régime fiscal. Lorsque vous exercez ensemble, dans une CELARL, elle est automatiquement à l'impôt sur les sociétés. Alors, vous avez aujourd'hui la possibilité, pendant les 5 premières années d'exercice, d'opter pour l'impôt sur le revenu pour ensuite être à l'impôt sur les sociétés. Mais bon, on part du principe que vous vous projetez à long terme. Donc, on écarte cette faculté-là et effectivement, on se retrouve dans le choix contraint d'un régime fiscal qu'est l'impôt sur les sociétés qui, encore une fois, n'est pas forcément approprié et notamment pas pour les jeunes qui se lancent. Donc finalement, on en revient à une structure qui était censée être un petit peu désuète, mais que moi je trouve particulièrement intéressante. C'est la société de fait ou la société en participation. C'est lorsque vous n'avez pas créé à proprement parler une véritable société, c'est lorsque vous avez votre contrat d'exercice conjoint avec partage d'honoraires, alors selon des modalités différentes, mais moi c'est une structure que je trouve intéressante parce qu'elle a de nombreux avantages. La liberté contractuelle accrue, c'est très simple. Pourquoi ? C'est parce qu'il doit y avoir, dans le Code de la santé publique, 2 articles ou 3 qui réglementent la société de fait, quand vous en avez une quarantaine pour la SCP ou pour la SDF. Donc finalement, tout ce qui n'est pas interdit est possible, sous réserve de respecter finalement l'œil de Moscou, qui est la commission des contrats de l'ordre, et le code de déontologie médicale, mais c'est aujourd'hui la structure qui vous offre la plus grande liberté pour définir comment vous voulez vous associer. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très commode. Et elle a un autre avantage énorme qu'aucune autre là, c'est la possibilité de dissocier les régimes fiscaux entre les associés. C'est-à-dire que c'est la seule structure qui vous permettrait d'avoir des associés jeunes pour lesquels, par exemple, l'impôt sur le revenu serait favorable, ou des associés qui ne bossent pas à plein temps, et la possibilité d'avoir des associés qui, au sein du même groupe, avec le même partage d'honoraires, eux, auraient fait le choix d'un régime fiscal à l'impôt sur les sociétés. Alors, sous réserve d'être en CELARL, mais vous pouvez tout à fait avoir dans vos sociétés de fait des associés personnes physiques et des associés personnes morales. Et aujourd'hui, où finalement vous cherchez le plus de liberté, notamment patrimoniale et fiscale, avec la possibilité ou l'intérêt pour certains d'être à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte parce que c'est la seule structure qui le permet. Elle a aussi un autre avantage, c'est qu'à partir du moment où finalement vous ne mettez en commun que votre travail, pas vos patientèles, faire, défaire des sociétés de fait, fiscalement ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus facile. Donc là encore, pour des groupes qui cherchent à se structurer, qui n'ont pas encore finalement la nécessité ou la certitude d'un ADN commun et qui voudraient pouvoir finalement couper le cordon assez facilement, c'est une structure particulièrement appropriée. Et enfin, on parlait de tout à l'heure de la responsabilité, de la question de savoir si vous êtes assuré ou pas. Elle a un gros avantage, c'est que dans ce cadre-là, entre guillemets, vous n'êtes pas tenu des éventuelles bourdes de vos associés. Contrairement à la SCP ou la CELARL, où si effectivement les actes sont réalisés personnellement par les médecins, la SCP et la CELARL est solidairement tenue avec les fautes médicales des associés. Donc la plupart des temps, vous êtes assuré, il y a assez peu de fautes, donc c'est pas franchement un point d'intérêt, mais à noter qu'elle peut présenter cet intérêt. Donc pour ceux qui sont les maladifs de la responsabilité des autres, ça peut être intéressant. Alors, vous l'aurez compris, moi c'est ma préférée, mais bon, pas forcément pour toujours ou pour tous. Elle a quand même quelques inconvénients, cette forme d'exercice, la société de fait ou autre.
elle n'a pas de personnalité morale, c'est pas une vraie société, c'est juste un contrat entre vous. Donc finalement, ça pose des difficultés, par exemple, puisque ce n'est pas une vraie société, elle n'a pas de personnalité, elle ne peut pas contracter. Donc ça pose toujours une difficulté lorsque vous voulez par exemple avoir des salariés, lorsque vous voulez passer des contrats pour des études ou lorsque vous voulez souscrire des baux ou autres, elle ne peut pas le faire. Alors pour les salariés, il y a des tolérances, vous êtes co-employeur, mais bon, c'est jamais particulièrement commode. Donc ça vous oblige quand même la plupart du temps à avoir en parallèle une ESCM, mais l'inconvénient, on va dire, n'est pas vraiment rédhibitoire à mon sens. Elle a en revanche un véritable inconvénient, c'est que finalement, ce n'est pas une véritable société et il n'y a pas ce sentiment d'appartenance à un groupe ou de pot commun que vous pouvez avoir dans de véritables sociétés. Et c'est ce qui fait que quelque part, ça limite un peu l'esprit d'association ou l'intérêt que vous pouvez avoir ou le partage que vous pouvez avoir avec vos associés. Donc ça, c'est pour moi vraiment sa grande limite avec l'absence de personnalité morale et qui, pour certains groupes où finalement on a des associés un peu satellitaires et on n'a pas vraiment envie de se retrouver trop et on a besoin de serrer un peu les rangs, c'est pas forcément une structure appropriée. Donc ça fait partie des choses à réfléchir sur les 3 structures d'exercice. Et donc là, je voudrais ensuite, pour finir, faire quelques points d'intérêt sur la fameuse holding, la SPFPL, la Société en participation financière des professions libérales, qui est vendue comme étant, pour vous, enfin pour nous, pour les professions libérales, une vraie holding. Est-ce que c'est une vraie holding ? La réponse est non. Parce que ce n'est pas une société comme les autres, ce n'est pas une holding. Tout ce qui est holding financière, que sont des sociétés commerciales traditionnelles qui ont pour objet de détenir des titres d'autres sociétés et qui est quelque chose vraiment de très important, notamment pour la fiscalité française. On est en Europe les champions des holdings parce qu'on a en France des régimes fiscaux très avantageux, propres aux holdings. On a par exemple la possibilité d'avoir une quasi-exonération sur les dividendes ou sur les cessions de titres pour les holdings. C'est ce qui fait que les étrangers viennent créer des holdings en France. C'est le seul truc qu'on arrive à exporter. Donc, mais on a voulu créer le pendant pour les professions libérales, mais toujours avec cette sacro-sainte peur que les professions libérales ne restent pas des professions libérales. Donc finalement, cette SPFPL, ce n'est pas une vraie holding, ça reste pour vous, médecins, une société de médecins, puisque plus de la moitié du capital doit être détenu par les médecins qui détiennent les parts dans les célarles qui sont en dessous. Donc ce n'est pas une ouverture du capital, ce qui à mon sens pour moi est une bonne chose pour vous praticiens et pour nous avocats par exemple. Ça évitera que les gros groupes finalement cherchent à nous bouffer par ce biais-là, et c'est ce qui fait que notamment les cliniques en ont une peur bleue. Enfin, aujourd'hui, la détention du capital est quand même fichtrement limitée, donc c'est pas encore la porte ouverte aux mutuelles et autres qui tapent à la porte et qui aimeraient bien pouvoir finalement rentrer dans vos sociétés d'exploitation. Mais surtout, ce qui fait que ce n'est pas une vraie holding à proprement parler, c'est que son objet, c'est-à-dire sa nature, ce qu'elle peut faire, la loi l'a limité. La SPFPL, elle n'a pour objet que de détenir des titres de célarles et éventuellement réaliser quelques activités annexes, mais uniquement dans l'intérêt des célarles. Donc par exemple, elle n'a pas vocation à détenir des titres dans d'autres sociétés commerciales. C'est la grande question qui se pose, par exemple, est-ce qu'elle a vocation à détenir les titres des cliniques dans lesquelles vous exploitez ? C'est pas dit. C'est un peu le no man's land du droit. Aujourd'hui, la SPFPL, c'est pour ça qu'il faut s'en méfier. Alors, vous me direz, ça intéresse que les juristes ? Oui, sur le principe, parce que qui ira vous reprocher d'eux ? Bon, faut savoir quand même qu'il y a toujours l'œil de Moscou, qui est l'administration fiscale, qui va un jour vous dire, finalement, vous avez créé une holding, c'est très bien, mais à partir du moment où elle ne fonctionne pas conformément à ce pourquoi elle a été faite, je considère qu'elle est fictive, donc je l'écarte, et advienne que pourra, et notamment, ce sera pour vous la perte des avantages fiscaux d'une holding qui fonctionnerait conformément à son objet. J'ai eu un cas, alors c'était un urologue qui avait créé une société pour l'exploitation d'un appareillage de mesure qui a très très bien fonctionné, qu'il a vendu très très cher, et la société commerciale, la SAS qu'il avait créée pour développer ce produit et qu'il a vendu, il l'avait mis sous sa SPFPL, se disant c'est parfait, j'aurai une exonération de la plus-value. Il a eu un contrôle fiscal, ils se sont interrogés, ils n'ont pas vu le loup,
mais nous, on l'avait bien vu. Et typiquement, l'exonération dont il a bénéficié, c'est-à-dire qu'il a vendu, pour l'exemple, les titres de la SAS 1 million d'euros, il a bénéficié d'une exonération sur cette plus-value. Moi, très clairement, si on s'intéresse à la logique et ce pourquoi c'est fait, on devrait lui dire non. Vous avez aujourd'hui une holding qui n'est pas faite pour détenir les titres d'une société commerciale. Elle n'a pas à prétendre à cette exonération parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Donc, peut-être qu'à l'avenir, il y aura des précisions. Aujourd'hui, à ma connaissance, l'administration fiscale n'a pas du tout pris position là-dessus, mais elle pourrait tout à fait considérer qu'à partir du moment où on fait fonctionner une société contrairement à son objet, on ne peut pas bénéficier des avantages et je ne pense pas aujourd'hui avoir d'arguments pour contrer cela. Donc c'est vraiment un point d'intérêt, ça permet quand même de faire de belles choses, une SPFPL, mais ça ne permet pas de tout faire, contrairement à ce qu'on peut lire ou entendre, notamment dans divers congrès. Donc c'est un point d'attention que je souhaitais soulever. Et ensuite, pour finir, c'est la question que l'on nous pose souvent, mais quand je partirai à la retraite, qu'est-ce qui est plus intéressant ? Aujourd'hui, vous le voyez concrètement sur le marché, vous ne trouvez pas particulièrement de successeurs pour vouloir racheter les parts de vos CELARL. Ça ne les intéresse pas des masses. Donc aujourd'hui, la holding SPFPL, dans le but de dire je vais vendre ma CELARL et j'aurai une exonération, aujourd'hui, dans les faits, pas des masses, parce que personne n'a envie de racheter les parts de vos CELARL. Donc, là-dessus, on reste encore sur la notion de cession d'un droit de présentation. Donc, de ce point de vue-là, la CELARL n'a pas grand avantage. Et au contraire, on s'aperçoit qu'il existe aujourd'hui plus de possibilités d'exonération des plus-values dans le cadre de ce que l'on appelle les plus-values professionnelles, c'est-à-dire que lorsque vous relevez d'un régime fiscal BNC et autres, que dans le cadre des cessions de parts de CELARL ou autres. Donc ça fait partie aussi d'un autre point d'attention. La grande mode de la CELARL, c'est de dire je crée une CELARL, je me vends mon cabinet à moi-même, c'est super, je touche un chèque, sauf que ce qu'on ne voit pas, c'est que derrière, on se prive de la possibilité des exonérations de plus-value beaucoup plus importantes le jour où on part à la retraite. Donc c'est un prêté pour un rendu, mais bon, généralement on paye plus cher quand on part que l'avantage que l'on a bénéficié en se vendant à soi-même. Donc ça fait partie des petites temporisations à avoir. Il ne faut pas pour autant se dire qu'il ne faut pas le faire, mais voilà, ça fait partie des points d'intérêt qu'il faut garder, je pense, en tête lorsque on a encore 5, 10 ou 15 ans d'activité devant soi. Voilà. Merci. Je pense qu'il y aura des questions. Je vois. Alors moi j'ai des doutes parce qu'on était en SDF, on est passé en CELAR. Ça fait peur. La CELAS. Alors la CELAS, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Il n'y a qu'un seul truc qui change, c'est le régime social du dirigeant. Lorsque vous êtes finalement sur des co-gérants ou que vous êtes tout seul dans votre CELARL, donc sous forme de société d'exercice libéral, sous forme SARL, en tant que gérant majoritaire, vous relevez du régime de sécurité sociale des indépendants, ce qui a un avantage en termes de cotisation sociale, vous connaissez vos cotisations actuelles. Si vous êtes dans une CELAS et que vous êtes rémunéré en tant que président ou que directeur général, vous relevez du régime général de la sécurité sociale, donc avec des cotisations sociales plus importantes. Donc, c'est la seule variable, et sur le salaire, c'est tout. Mais sur les dividendes, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, vous relevez toujours de ce que socialement, pour des cotisations sociales sur le régime des indépendants. C'est là que finalement, la seule intérêt éventuellement de la SPFPL, de la holding, c'est que les dividendes que vous versez relève du régime des revenus du patrimoine. Donc vous avez 17,2 de cotisation sociale, contrairement aux revenus d'activité. Donc c'est un peu ça la seule chose. Mais du point de vue de la société d'exploitation CELARL-CELAS, les CELAS ne présentent pas beaucoup d'intérêt, parce que ça vous oblige à vous payer plus cher. D'autres questions ? Oui. Est-ce qu'on peut créer une société de fait tout seul ? Non. Bon, voilà. La société de fait, c'est quand vous êtes un indépendant. Vous êtes un libéral, praticien tout seul. La société de fait, c'est quand on s'associe. Donc il faut être deux. Mais une CELAR, tu peux la faire tout seul par contre. Mais une CELAR, on peut la faire tout seul. Non.
Vous avez parlé des désavantages de la holding, mais les avantages, c'est quoi finalement, dans le cas d'une profession libérale? Alors, par exemple, dans le cas d'une profession libérale, c'est le jeune qui vient, qui a un ticket d'entrée à 300 ou 400 000 dans un groupe et qui finalement n'a pas envie de se retrouver à devoir se rémunérer et avec sa rémunération importante, payer de l'impôt sur le revenu et sur le net devoir en plus rembourser son prêt sur ses parts. Donc c'est là qu'effectivement, on a dans les groupes qui sont structurés, très bien structurés comme certains d'ailleurs, la possibilité finalement de créer pour chacun des associés une SPFPL, une holding. C'est elle qui emprunte, les revenus qui lui remontent sont quasiment exonérés, les dividendes remboursent le prêt et finalement on ne supporte une fiscalité personnelle que sur l'argent que l'on emploie effectivement, que l'on perçoit. Mais on ne paye pas de l'impôt ou des cotisations sociales sur la partie des revenus qui sert à rembourser le prêt. Et ça, finalement, c'est ce qui permet pour certains, pour qui ça fait peur de souscrire ces revenus importants ou pour payer de la dette. Mais l'un dans l'autre, on s'aperçoit que sur le long terme, ça change quand même pas grand-chose. Elles peuvent quand même... est-ce qu'il peut y avoir des SCI ou d'autres sociétés qui peuvent rentrer dans le cadre de ces holdings ou pas? Techniquement, une SCI qui aurait pour objet de détenir les murs, par exemple, des locaux d'exploitation de la CELARL, on peut considérer que ça rentrerait dans l'objet de la CELARL. Finalement, tout ce qui sert à l'activité de la CELARL, c'est l'objet de la SPFPL. Donc ça, je pense que oui. D'avoir une SCI qui détiendrait une résidence secondaire ou autre, comme on vous le propose dans certains... ça, non. Je voulais poser une question. On a parlé du régime des indépendants, régime général, mais en fait, le problème, c'est les cotisations qui sont souvent très élevées, URSSAF et CARMF. À une époque, les SEL, les premières, avaient été créées justement pour éviter ce genre de cotisations. Qu'est-ce qu'il en est actuellement pour les CELAS ou les sociétés, ou les holdings spécifiques? C'est indépendant, mais c'est sur ton salaire après. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Vous avez une assiette de cotisation qui est aussi bien sur les dividendes, au-delà de 10% du capital, mais aussi bien sur les rémunérations que vous percevez, quel que soit le régime. Donc vous aurez dans tous les cas les dividendes au-delà de 10% sur le régime des indépendants, et les rémunérations, vous les avez soit les rémunérations que vous prenez en tant que dirigeant, vous les avez soit sur le régime des indépendants si c'est une CELARL, soit sur le régime général de la sécurité sociale si c'est une CELAS. Mais vous avez toujours les mêmes choses. Mais comme tu te verses un peu moins, en théorie... Ça dépend des groupes. Ça dépend des groupes, mais si tu te verses moins et que tu récupères côté de dividendes, tu ne vas avoir ton URSSAF finalement et ta CARMF que sur les sommes que tu t'es versées. Donc ça peut être moins. Ça dépend des fourchettes. Moi, j'ai un avis divergent sur les FPFPL. 75% doivent être détenus par des médecins. 25% peuvent être détenus par d'autres personnes. Je me trompe. Enfin, je pense que c'est ça. Alors, c'est même pas, c'est la moitié. C'est la moitié, ouais. Et rien n'empêche de créer une autre holding en nom propre et de détenir 50% des parts de la CELARL. 50% FPFPL, 50% sur une autre holding avec un contrat de trésorerie entre les deux. Oui, mais dans les deux cas, pour vous, vous avez la même détention, in fine, directement et indirectement. Mais la SPFPL, enfin, la holding en deçà permet après un autre objet social et de l'investissement patrimonial. Mais ça, vous pourriez directement le faire juste avec la SPFPL. À visée professionnelle. Oui. Pas à visée patrimoniale personnelle. Oui, sauf que vous avez une limite qui sera parfois relevée par les conseils de l'ordre qui n'ont pas envie de ça. Les conseils de l'ordre... Ils ne ratent pas trop pour l'instant. Enfin, ont l'obligation au moins qu'il y ait une détention de la majorité par des médecins. Oui, voilà, tout à fait. Il y a un flou là-dessus. Enfin, non, mais c'est pour ça que je vous dis qu'on arrive derrière à pallier les inconvénients de la SPFPL. Mais ce qu'il faut effectivement juste se dire, et je vous rejoins, c'est que la SPFPL, c'est pas la panacée, et qu'on ne peut pas se satisfaire de la SPFPL comme une vraie holding qui pourrait répondre à tout ce que l'on attend d'une holding. Uniquement à visée professionnelle, effectivement, comme vous dites, sur une SCI, sur des locaux professionnels ou autres, mais à visée personnelle patrimoniale, ça n'a aucun sens, sauf si
il faut le mixer avec autre chose, exactement. je vous rejoins. Mais je comprends pas parce que c'est quand même patrimonial. Moi, j'avais cru comprendre qu'on faisait remonter de l'argent dans la holding Oui. et que cette holding, elle pouvait le faire fructifier. Alors, le faire Parce que fructifier... ça sert à quoi de faire remonter de l'argent dans la holding pour se diminuer ses rémunérations et donc diminuer son URSSAF et sa CARM si on peut rien en faire sauf à viser professionnelle. C'est exactement la même logique que pour les CELAR, les autres. On s'est arrêté au milieu du chemin parce qu'on a peur que finalement la médecine ne soit plus pratiquée comme de la médecine et que ça rejoigne le commerce. Donc c'est ni fait ni à faire. Ouais, mais enfin, c'est quand même dangereux parce que moi je connais plein de gens qui ont des holdings CPFPL et qui font remonter de l'argent et qui le font fructifier dans des domaines qui ne sont pas médicaux et qui le mettent sur des assurances vie, sur des trucs, sur des placements financiers et tout ça. Alors, il faut que ça soit limité à 25% de ce qui remonte. Donc c'est pour ça que je comprends pas. On est limité. Vous êtes limité à 51%, enfin plus de 50%, on peut avoir 100%. Mais de toute façon, l'exemple typique qui démontre que ce truc c'est ni fait ni à faire, c'est que la loi qui a créé les SPFPL a dit voilà, ça c'est le principe, et il faudra un décret d'application par profession pour qu'il soit autorisé à créer des SPFPL. Je vous rappelle qu'ils n'ont jamais sorti le décret qui autorise les médecins à faire des SPFPL. Donc en théorie, vous n'avez même pas le droit. Sauf que comme ça fait plus de 10 ans et que les gens ont dit « il y en a marre, vous foutez rien », ils ont saisi le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État qui a dit « oui, effectivement, il y a une inégalité devant la loi, donc même si la loi est mal foutue, je vous autorise quand même à le faire. Donc c'est pour ça qu'on peut le faire pour vous. » Mais pour vous dire à quel point ils se désintéressent du truc et qu'ils l'ont même pas abouti, c'est qu'ils sont même pas allés jusqu'au bout de la logique, quoi, de la propre logique qui était la leur. Donc, faut pas s'attendre, je pense, à ce qu'il y ait des compléments ou que le texte soit enrichi. C'est voilà. Donc, raison de plus pour se dire, il faut faire attention parce que il n'y a pas vraiment de source de droit ou d'interprétation possible là-dessus. Il faut être prudent dans ce qu'on fait avec moi. Il faut être raisonnable. Je n'ai pas dit prudent, j'ai dit raisonnable. Je me permets de poser une petite question. Est-ce que les médecins doivent réfléchir à créer une forme de société dans laquelle ils peuvent envisager d'avoir des jeunes confrères qui voudraient être salariés ? Ça peut se faire dans les CELAR. C'est tout à fait possible. Vous pouvez avoir une CELAR ou une SCP dans lesquelles certains seraient salariés. On revient à mon idée première, c'est quelle est votre logique d'association ? On s'aperçoit souvent que les médecins salariés ne restent pas. Ça crée quelque part une espèce de divergence entre les associés et les salariés. C'est du remplacement déguisé souvent, on va dire. Il y a des moyens de fonctionner qui sont plus appropriés, notamment dans les SCP et les CELAR. C'est l'association en industrie, qui permet finalement, par exemple, pour un jeune qui voudrait essayer de voir un peu comment ça fonctionne et qui n'a pas envie d'ores et déjà de mettre la main au portefeuille, finalement de n'apporter que son industrie pendant une période provisoire. Et c'est notamment ce qui permet d'avoir des périodes d'association ou d'intégration provisoire dans l'attente de voir si tout le monde se plaît, des petites périodes de fiançailles plus appropriées que la collaboration, le remplacement, mais qui peuvent aussi fonctionner à long terme. Il y a des groupes où il y a des associés en capital et des associés en industrie, parce que chacun y trouve son intérêt et qui fonctionnent sur le long terme. Et ça fonctionne souvent mieux que le salariat qui est souvent écarté parce que onéreux. Des questions ? Non, on s'arrête pour ce soir. Merci Marc avec pour cet plaisir. exposé brillant, difficile.